Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, 19 personnes sont portées disparues après l'effondrement d'une mine de gypse dans le district de Pingyi de la province du Shantung, située à l'est de la Chine. Les représentants du gouvernement local ont indiqué que 4 personnes ont pu être sauvées et 6 ont été localisées. 29 personnes étaient de service quand l'incident s'y produit. Les opérations de secours sont en cours. Les secouristes sont déjà sur les lieux du drame et font tout leur possible pour extraire les 6 mineurs. Selon l'administration nationale des séismes, l'effondrement minier a causé un séisme d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter. Les autorités municipales de Shenzhen ont tenu leur 9e conférence de presse pour faire le point sur les opérations de recherche et de secours. Elles ont par ailleurs profité de l'occasion pour rappeler les efforts qui seront déployés en cas de catastrophe liée au glissement de terrain ou à des explosions chimiques potentiellement susceptibles d'affecter la ville dans le futur. Afin de nous prémunir contre un second désastre, nous avons mis en place les mesures suivantes. Premièrement, des équipes se relayeront pour surveiller 24 heures sur 24 la zone du désastre. Et nous nous préparons à déployer tous les moyens humains et matériels nécessaires immédiatement. Deuxièmement, nous avons demandé aux experts d'évaluer pour la seconde fois le niveau de stabilité des monticules de terre, ce qui nous a permis de recenser 3 sites particulièrement instables où des glissements de terrain mineurs sont susceptibles de se produire. Ainsi, nous avons déjà déployé des machines et des moyens matériels supplémentaires à proximité de ces sites en cas de glissement potentiel. Pour éviter le risque d'un second désastre causé par des explosions de produits chimiques, après le premier glissement, les départements de supervision de la sécurité de la production de Shenzhen et de la province du Guangdong ont immédiatement commencé leur travail de recensement des entreprises affectées par le glissement, présentant des risques importants d'explosion liés à des substances explosives. Les résultats ont montré qu'à l'intérieur de la zone du désastre, il n'y a aucune entreprise dont l'activité était en lien avec la production, le stockage ou la manutention de produits chimiques dangereux. Seulement 10 entreprises ont été amenées à utiliser des produits chimiques dangereux. Cette situation a été rapportée au centre de commande des opérations de secours, présent à proximité du site du désastre. Les opérations de recherche et de secours ont été menées dans le respect des plans d'urgence correspondants. Selon les 2 représentants des autorités municipales, un nombre supplémentaire d'ingénieurs et d'engins d'excavation a été déployé sur le site. S'agissant de la réponse apportée au rapport précédent, selon lesquels des personnes étaient restées coincées dans des conteneurs encore ensevelis, les 2 dirigeants ont déclaré que la zone en question avait été déblayée avec précaution sans qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Pour les bâtiments susceptibles d'abriter des produits chimiques dangereux, les opérations de surveillance ont déjà commencé. 75 personnes sont toujours portées disparues à Shenzhen. Une personne a été sauvée mercredi dans la matinée alors que 4 corps sans vie ont été sortis de terre. 2 personnes sur les 17 blessés qui avaient subi des soins ont déjà quitté l'hôpital. Plus de 5000 secouristes accompagnés de plus de 700 engins d'excavation s'activent toujours à déblayer la zone à la recherche du moindre signe de vie. Dimanche dernier, un gigantesque glissement de terrain s'est produit à l'intérieur du parc industriel Hongtai-hu, situé dans le district Guangming de la ville de Shenzhen. Plus de 33 édifices ont été ensevelis, soit très sérieusement endommagés. Le ministre des Affaires étrangères syrien Walid al-Mualem, en visite hier à Beijing, a rencontré son homologue Wang Yi. Walid al-Mualem a indiqué que son gouvernement est prêt à participer aux négociations de paix le mois prochain à Genève. Aujourd'hui, durant la séance d'information régulière du ministère des Affaires étrangères chinoise, le porte-parole a souligné l'importance de cette visite qui aboutira à des résultats décisifs. Il s'agit de la première réponse officielle du gouvernement syrien face à la décision adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver des solutions politiques afin de mettre un terme à 5 ans de conflit. Le côté syrien a exprimé son souhait de participer aux pourparlers avec l'opposition sous l'égide des Nations Unies, demander un cessez-le-feu et commencer à reconstruire la Syrie avec l'aide de la communauté internationale. Le camp a ajouté que la Chine avait réaffirmé sa position, qui est de trouver une solution politique à la crise syrienne et que seul le peuple syrien peut décider de son avenir. La Chine est prête à coopérer avec l'ensemble des parties et à continuer à jouer un rôle constructif dans la résolution de cette crise prolongée.
Une vidéo publiée jeudi sur les médias sociaux montre les combattants de Daesh menant une attaque contre la ville de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. La vidéo montre les combattants se préparant à s'emparer du quartier contrôlé par les troupes du gouvernement syrien. Le contenu de la vidéo n'a pas été vérifié. La ville est principalement aux mains de groupes militants, mais les troupes syriennes contrôlent quelques quartiers et l'aéroport aux abords de la ville. Des centaines de familles de Daesh et des combattants blessés devraient quitter la zone rebelle dans le sud de Damas sous la protection des Nations Unies. La Turquie a déclaré que ses troupes allaient rester en Afghanistan dans le cadre de la mission menée par l'OTAN. Le président Recep Tayyip Erdogan a fait cette déclaration jeudi dernier à la suite de sa rencontre avec son homologue afghan Ashraf Ghani en visite officielle en Turquie. Comme vous le savez déjà, nous avons encore des troupes en Afghanistan et nous envisageons de rester positionnés dans le pays aussi longtemps que nos frères afghans le demanderont. Erdogan a par ailleurs ajouté que la Turquie continuerait à fournir une aide au développement de l'Afghanistan. Le président turc a également exhorté la communauté internationale à davantage soutenir l'Afghanistan pendant sa période de transformation, notamment en termes d'aide au développement et pour le maintien de la sécurité. Pendant ce temps, le président Ghani a appelé à un accord global pour combattre l'extrémisme, et particulièrement dans les pays musulmans. La Turquie avait déployé ses troupes en Afghanistan à la suite des attentats sanglants qui avaient frappé Istanbul en 2003 et qui avaient été revendiqués par Al-Qaïda. Les troupes turques ont en charge la sécurité de la capitale afghane et de la province de Vardak, mais elles ne sont pas engagées dans les opérations de combat. Une forte explosion s'est produite dans un complexe gazier du sud-est du Nigeria, rasant les bâtiments alentours et provoquant la mort d'un nombre indéterminé de personnes, a annoncé vendredi la police. L'explosion s'est produite jeudi à 13 h à Nuevi, dans l'état de l'Anambra, à l'intérieur d'une usine d'Intercorp Oil Limited Gas, filiale du conglomérat Chakasan Group. L'explosion s'est produite lors du déchargement de gaz de butane, alors que les clients présents sur place étaient en plein rechargement de meurs bonbonnes de gaz. Un incendie s'est ensuite déclaré, puis s'est étendu au bâtiment voisin. Pour le moment, aucun bilan officiel n'a été publié, mais selon des témoins, une centaine de morts sont à craindre. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique. L'Union africaine va insister pour que le Burundi accepte le déploiement de troupes avec un mandat de protection des civils si la situation demeure précaire. Toutefois, l'UA pourrait bien interrompre le déploiement d'une mission de paix de 5000 hommes sur le sol burundais si les négociations à Kampala aboutissent à un succès. La Tanzanie, le Soudan et le Rwanda ne sont pas en faveur de l'envoi de troupes au Burundi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se trouve dans une situation délicate. Pour les représentants de l'Union africaine, la poursuite de violences sporadiques au Burundi ne peut être ignorée et l'Afrique doit apporter secours aux populations civiles. The troop condition is because of what is prevailing. Si les conditions des troupes le permettent, si elles sont modifiées, alors nous serons satisfaits. Mais nous ne voyons pas pour le moment les conditions réunies. Je suis sûr que cela est amené à changer. Pour le moment, les conditions justifient une telle assurance de soutien au gouvernement et au peuple burundais. L'Union africaine insiste sur le fait que l'envoi de troupes n'est pas une machination contre le Burundi. Aucune nation ou autorité ne devrait s'y opposer sans comprendre le caractère protecteur du contingent de 5000 soldats et policiers au Burundi. Nous voulons juste apporter notre soutien au peuple et aux autorités burundaises, créer les conditions de paix et de stabilité nécessaires pour démarrer les négociations au Burundi, afin d'instaurer la paix et la stabilité dans tout le pays. Beaucoup s'attendent à ce que l'Assemblée des chefs d'État prévue à Addis Abeba soutienne ou modifie la proposition de l'Union africaine concernant le Burundi. La conférence centrale de travail rural a débuté ce jeudi. Les décideurs chinois sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre l'an prochain afin de stimuler le développement de vastes zones rurales de leur pays. Les politiques dont ils vont décider seront incluses dans le document annuel numéro 1 du gouvernement central. Les responsables chinois indiquent que pour l'année 2016, le document portera principalement sur l'intégration des secteurs primaires, secondaires et tertiaires dans les zones rurales, ainsi que sur l'agriculture moderne et le développement du commerce en ligne. Les réformes structurelles sont un élément clé de la conférence centrale de travail économique
qui vient de se terminer et cela inclut les politiques publiques de développement du secteur agroalimentaire. Partons dans l'est de la Chine pour tenter de comprendre ce qui a changé dans ce secteur en 2015. C'est bientôt la fin de l'année. Les machines de cette usine de transformation agricole de la ville de Yancheng tournent à plein régime. Le riz produit ici est quasiment 50% plus cher que le riz de base. Mais les commandes ne cessent d'affluer. Pourquoi est-il si cher? Car il est produit dans de grandes fermes. C'est de la production de très haute qualité. Cette grande ferme est un modèle expérimental de culture agricole. Les propriétaires des parcelles sont autorisés à transférer librement leurs terres, ce qui a donné naissance à une exploitation de grande taille. Cela a éliminé les barrières entre les champs et permis de gagner 5% de surface en plus. Et dans le même temps, les champs sont assez gros pour pouvoir utiliser de grandes machines agricoles afin d'accroître la productivité totale. Ce n'est pas de cette manière que les paysans travaillaient par le passé. Auparavant, chaque personne cultivait uniquement ses propres parcelles, ce qui était inefficace. Les choses doivent être améliorées. Par exemple, l'excès d'engrais. Nous sommes 1,9 fois au-dessus des limites internationales, mais notre productivité est de 47% inférieure aux niveaux internationaux. Les experts estiment que pour rendre l'agriculture plus sûre, plus verte et plus efficace, il faut optimiser l'organisation des exploitations agricoles, ainsi que les méthodes de transformation et de transport. Nous devons nous concentrer sur l'ajout de nouveaux facteurs de production dans le secteur agricole. Mais maintenant, nous devons explorer les moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus efficace. Par exemple, en augmentant la taille des exploitations et en améliorant la logistique. La production agricole a cette année battu un nouveau record. Elle a en effet atteint les 615 millions de tonnes, soit 7,5 millions de tonnes de plus que l'an dernier. Le Conseil des affaires d'État a publié un projet de réforme fiscale jeudi visant à améliorer l'efficacité du système de collecte des impôts. Le but de la réforme est de construire un système moderne de collecte des taxes en Chine qui pourrait encourager le gouvernement central et les gouvernements locaux. Dans le même temps, nous souhaitons que le système abaisse les coûts de collecte et améliore son efficacité, permettant à la taxation de jouer un rôle de base soutenant et protégeant le développement en Chine. Le point le plus important de la réforme est de clarifier les responsabilités entre le Bureau national de collecte des impôts et les bureaux locaux. Le plan prévoit que 2 types de bureaux de collecte travaillent ensemble sans se marcher sur les pieds. Le plan mentionne également que la Chine vise à autoriser les contribuables à payer leurs impôts dans n'importe quelle institution à l'intérieur de la même province en 2016, avant de passer en 2017 à n'importe quelle institution de collecte à travers le pays. La Chine construira progressivement un système d'évaluation du crédit pour les contribuables et offrira aux entreprises des crédits plus avantageux. Le secteur privé chinois vit une période morose. Les coûts sont plus élevés, grignotant les marges des entreprises. C'est pourquoi Beijing a annoncé de nouvelles mesures économiques afin de réduire les coûts de production et de financement pour les industries à travers le pays. La Chine s'apprête à réduire le fardeau des coûts que représentent les frais de transaction, les taxes, la sécurité sociale, le financement, la consommation électrique et la logistique. Il s'agit d'une question urgente aux yeux des décideurs politiques. Prenons le secteur chinois des nouvelles technologies, un secteur en plein boom. Les entreprises nationales sont à présent assez fortes pour intégrer le marché international, mais le coût est élevé pour acquérir des avoirs étrangers. C'est ce qui préoccupe Layard à Beijing, une entreprise d'optoélectronique qui vient tout juste d'acquérir une entreprise américaine cotée au Nasdaq. Nos cibles coûtent plus d'1 milliard de yuan. En tant que compagnie cotée, le financement bancaire représente entre 6 et 7% en intérêt. Le financement par courtage représente près de 8%. Même pour les compagnies de haute technologie comme nous, avec des marges nettes de plus de 10%, les coûts de financement qui représentent des dizaines de millions de yuan seraient beaucoup trop lourds à supporter, sans mentionner les entreprises manufacturières ordinaires. Selon une enquête économique, l'avantage de la Chine au niveau des coûts de production a disparu depuis longtemps. Les résultats montrent que le coût moyen qui pèse sur les industries manufacturières chinoises est presque aussi élevé que pour leurs pairs aux États-Unis. Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, 66% des entreprises chinoises se plaignent des coûts élevés de financement en 2015, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2014.
Les coûts de logistique sont également un élément d'inquiétude, représentant jusqu'à 40% des coûts de production d'une entreprise en Chine, alors que dans les économies développées, ce chiffre représente moins de la moitié. Les taxes professionnelles freinent également les entreprises de plus petite taille. Tous ces fardeaux empêchent les entreprises de respirer. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème des coûts par nos entreprises, la position de la manufacture chinoise dans le monde va être détrônée et les 30 années de développement économique vont être avalées. Certains analystes estiment que les racines du problème des prix plus bas et des marges plus faibles sur le marché est due à l'excédent de capacité. La surabondance de l'approvisionnement a conduit à une guerre des prix qui menace la bonne santé financière des entreprises. L'élan de Beijing pour consolider l'industrie a rencontré une résistance de la part des gouvernements locaux en raison de la taxation et des problèmes d'emploi. Mais la dernière réunion de planification économique de lundi suggère qu'il existe une volonté plus ferme de réforme de la part du gouvernement pour 2016. L'ouverture économique vers l'extérieur reste toujours l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise, bien entendu, selon le message délivré par la conférence de travail du Comité central sur l'économie. La Chine a pris l'initiative d'établir la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, justement pour conforter la croissance régionale, mais également dans le but d'améliorer la gouvernance globale. Le ministère chinois des Finances a déclaré ce vendredi que la banque était officiellement créée. Les dirigeants de la nouvelle institution seront élus le mois prochain, en même temps que la mise en place du cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront décidées. Voici une nouvelle institution de plus dans le système financier mondial pour stimuler davantage la croissance économique et la bonne gouvernance globale. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a vu le jour juridiquement ce vendredi. L'idée avait été proposée en premier lieu par le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang à la fin de l'année 2013. Et les potentiels membres fondateurs avaient signé les articles de l'accord visant la constitution future de la nouvelle structure le 29 juin dernier à Beijing. Les derniers éléments nécessaires à la création officielle de la BAI ont tous été réunis. Nous avons désormais 17 engagés dans le processus de ratification et leur part du capital dépasse la barre des 50%. La BAI est donc officiellement créée. La banque s'est fixée comme objectif de financer des grands projets d'infrastructures tels que son nom l'indique. Mais à côté du financement d'infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, la Chine espère que la banque permettra d'insuffler un nouvel élan dans la réforme de la gouvernance de l'ordre économique mondial actuel. La création de la BAI est un événement majeur pour la réforme de la gouvernance économique globale actuelle. En tant que structure nouvellement établie, elle entre de plein pied dans le système existant des nombreuses agences multilatérales actuelles. Elle abordera le financement nécessaire à la construction d'infrastructures et augmentera le niveau de coopération avec les institutions déjà en service pour atteindre des résultats plus importants. La banque est actuellement en pleine phase de recrutement, de passage en revue des premiers projets potentiels et en phase finale de levée de fonds auprès de ses membres. Lors du premier conseil d'administration qui aura lieu au mois de janvier prochain, les principaux dirigeants de la banque, tels que le président ainsi que ses nombreux vice-présidents, seront élus. Par ailleurs, le cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront décidées dans les domaines du développement, des ressources humaines et des financements sera également discuté lors du premier conseil d'administration. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.